Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 et aujourd'hui on va parler de la raison. Donc c'est peut-être l'un des épisodes les plus importants puisqu'on va parler de l'impératif catégorique et de l'utilitarisme. Ces deux notions sont très importantes cette année. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer notre épisode, je souhaite parler d'un repère philosophique intéressant qui est analyse-synthèse. Donc l'analyse consiste à décomposer un ensemble pour isoler ses éléments constitutifs, alors que la synthèse, c'est recomposer un élément à partir de ses éléments constitutifs. Donc ce sont deux opérations de l'esprit distinctes mais complémentaires. Elles viennent de Descartes dans les règles de la méthode, dans la deuxième partie du discours de la méthode. Ensuite, on a également universel, général, particulier et singulier. Ce qui est universel est la chose la plus étendue, donc c'est sans exception finalement. Alors que ce qui est général, c'est avec beaucoup d'étendue, mais avec quelques exceptions. Particulier, c'est une partie seulement, et singulier, c'est un seul être. Ensuite, des définitions à connaître, c'est aporie. Donc quand on va utiliser l'aporie, c'est quand on a une impossibilité de décider. Dans un sujet, on va se dire, oui, il y a cette thèse-là et cette thèse-là, je ne sais pas choisir, aporie. À l'aide. C'est un peu le joker. Ensuite, une maxime, c'est une formule générale d'un raisonnement. Un syllogisme, c'est une méthode philosophique ou mathématique, tout dépend, où si A est égal à C et B est égal à C, alors on va pouvoir dire que A est égal à B. Une définition négative, c'est définir quelque chose par son inverse. La maladie, c'est un dysfonctionnement du corps et de l'esprit. Et la vertu, c'est faire preuve d'une grande moralité. Donc maintenant, quelques citations à connaître. Donc tout d'abord, Blaise Pascal, dans Les Pensées, nous dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Donc parfois on dit aussi « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Donc il parle du cœur comme le sentiment de certitude qu'on place en notre foi. Donc ça, pour en savoir plus, il faut voir l'épisode sur la religion que je ferai bientôt. Donc le premier mot « raison » cherche une logique et une démonstration, alors que le deuxième donne des causes et des justifications. En fait, il existe deux modes de connaissance, la raison et le cœur. La raison va chercher une expérience, une démonstration logique et mathématique, alors que le cœur va se fier à l'instinct. La raison ne peut pas justifier la foi basée sur le cœur, car ils sont hermétiques l'un à l'autre. Et ensuite, Machiavel dit « La fin justifie les moyens ». Bon, ça c'est dans la limite du raisonnable. Il faut évidemment pas tuer un peuple entier juste pour 3 haricots. Donc cela signifie que quelques mensonges ne sont pas graves pour garder la stabilité. Pour Machiavel, il faut traiter le peuple comme un enfant. La vérité amène le trouble et la morale. Or, faire preuve de morale, c'est faire preuve de faiblesse en politique. Par exemple, dans Game of Thrones, la maison Stark va faire preuve de morale et de loyauté. Ils finissent pas très bien. À vous de voir la série. Donc maintenant, quelques références philosophiques, à part Game of Thrones qui est du bonus. Donc tout d'abord, morale, dans le fondement de la métaphysique des mœurs, va essayer d'instaurer l'impératif catégorique. Donc l'homme est un être libre et il souhaite instaurer les règles là où il en a besoin. Donc le processus logique de l'impératif catégorique va chercher à établir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc d'abord, on va formuler une maxime d'action. Donc c'est une formulation générale de l'acte qu'on doit définir convenablement. On érige cette maxime d'action en loi universelle. Elle va devenir la loi générale, c'est-à-dire que tout le monde va faire la même chose. On peut alors se demander que devient la maxime d'action. Si la loi est morale, alors elle devient universelle. Si elle est illogique, alors elle est immorale. Kant va donc proposer un moyen d'aller automatiquement vers l'action morale. Donc par exemple, si la maxime d'action c'est le vol, l'universalisation sera tout le monde vole et tout le monde est volé. Mais cela n'est pas logique puisqu'il n'y a plus de propriété privée, donc en fait finalement il n'y a plus de vol. C'est donc immoral. Cependant, l'impératif catégorique a des problèmes parce qu'il ne prend pas en compte les circonstances. De plus, Benjamin Constant va défendre le devoir de mentir à l'ennemi. Dès lors qu'il y a de la contingence, cela ne marche plus finalement. Donc cela ne peut pas être une morale universelle. En réponse à cela, nous avons également l'utilitarisme de Bentham. Donc en fait, le but c'est de rendre le plus de gens heureux si l'action est morale.
Donc, on va d'abord calculer les conséquences directes. On va établir un solde plaisir-peine. Si le solde est négatif, alors les peines sont supérieures au plaisir et l'acte est immoral. Si la solde est positive, alors les peines sont inférieures au plaisir et l'acte est moral. Si la solde est neutre, c'est-à-dire que les peines sont égales au plaisir, alors on va calculer les conséquences indirectes, donc qui ne sont pas liées directement. Mais si là, c'est encore égal, alors d'après Mills, dans De l'utilitarisme, on va établir une pondération, comme quoi l'esprit est supérieur au corps. C'est-à-dire que si on fait plus de mal à l'esprit qu'au corps, c'est immoral. Cependant, des problèmes vont apparaître avec l'utilitarisme. Le problème de la prédiction du grand nombre versus la minorité. C'est-à-dire que même s'il y a des minorités, si la plupart c'est des salauds et ils veulent, oui, moi je veux que ça soit comme ça, et la minorité qui se fait martyriser, c'est ciao. De plus, il va également y avoir un effet papillon. Si dans la minorité, il y a quelqu'un qui va découvrir un remède contre le cancer et qui va sauver l'intégralité de la planète, bah non, du coup, ce n'est plus finalement la minorité, ce sera la majorité. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc l'utilitarisme ne peut pas être une morale universelle. Donc maintenant, on va exposer une expérience de pensée à ces deux méthodes philosophiques. Donc le dilemme du tramway. Donc le premier cas, c'est on a un tramway, un train fou, qui va à une vitesse du point où on ne peut même plus l'arrêter. Soit on va le laisser rouler sur 5 personnes, soit on va enclencher un levier et on va le laisser rouler sur une personne. On va se dire oui c'est stupide, puisque là on va tuer une personne et là on va en tuer 5. Oui mais là, si on tire le levier, on va prendre la responsabilité de tuer quelqu'un. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? En appliquant l'impératif catégorique, si tout le monde va appuyer, on va découvrir qu'en fait, il vaut mieux laisser le train rouler sur 5 personnes. Alors que si on utilise l'utilitarisme, on va voir qu'évidemment, il n'y a qu'une seule personne, de l'autre côté il y en a 5, donc il vaut mieux tuer une personne que 5, donc il vaut mieux dévier le train. Ensuite, on a également la variante du gros bonhomme. Donc là, c'est pareil, sauf que à la place de mettre la personne sur la voie, on est directement sur un pont avec cette personne, et si on la fait tomber, le train s'arrête, et si on ne fait pas tomber, les 5 personnes vont crever. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui change en fait entre là et là? Le truc qui change, c'est ce petit truc-là, le levier. Le levier, c'est un intermédiaire. On va dire, oui, j'ai tiré le levier. Le levier a enclenché un mécanisme. Le mécanisme a déraillé le train a roulé sur la personne. Alors que là, dans le cas du gros bonhomme, il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, j'ai poussé le bonhomme, il est mort. Point. Vous voyez? C'est ça la différence entre les deux, c'est les intermédiaires. Donc un exemple réel de cette expérience de pensée, c'est la solution finale. En été 1943, Hitler va mettre en place la solution finale, alors qu'avant on abattait les gens avec des balles. Cela était horrible pour les soldats aussi, puisqu'ils devaient tuer des milliers de personnes, et donc les soldats désertaient ou même devenaient fous. La solution finale avait pour but de déresponsabiliser les soldats avec une quantité d'intermédiaires bien supérieure. Il y aura quelqu'un qui va mettre le gaz, quelqu'un qui va tourner le robinet, quelqu'un qui va ramasser les corps, et quelqu'un qui va brûler les corps, etc. etc. Bon, désolé pour les détails, mais c'est à peu près l'exemple. On peut également parler de l'outil philosophique du rasoir d'Occam. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a deux hypothèses convaincantes? Ce qu'on va faire avec le rasoir d'Occam, c'est que on va privilégier la solution qui a le moins d'hypothèses. Puisque plus il y a d'hypothèses, moins ça peut être réel finalement. Ce n'est que des suppositions. Voilà. On passe à un quiz pour vérifier vos connaissances. Pour Kant, une maxime d'action devient morale si elle est logique mais ne fonctionne que au cas par cas. La solde pleine plaisir est positive. Elle est logique et peut être universalisée pour tous. Ou il y a assez d'intermédiaires pour se déresponsabiliser. Donc pour Kant, une maxime d'action est logique et peut être universalisée pour tous. Selon Kant, comment appelle-t-on le principe qui guide nos actions morales?
Donc là, je vous laisse réfléchir, et il s'agissait de l'impératif catégorique. Quelle critique Benjamin Constant formule-t-il envers l'impératif catégorique qu'on vient de voir de Kant? Il est trop rigide, il ne prend pas en compte les circonstances, il nie l'importance du bonheur, ou il repose uniquement sur de la foi. Donc là, normalement, il y a une réponse évidente et une moins. Donc il s'agissait de « il est trop rigide », qui n'est pas très évident, mais surtout, il ne prend pas en compte les circonstances. D'ailleurs, les circonstances, là, il y a un S, autant pour moi. Qu'est-ce que l'analyse? Composer un ensemble à partir de ses éléments constitutifs, interpréter les intentions d'un individu, décomposer un ensemble pour isoler ses éléments constitutifs, ou chercher des hypothèses. Donc l'analyse est décomposer un ensemble pour isoler ses éléments constitutifs. Replace ces étapes dans l'ordre de raisonnement kantien d'une action morale. Donc je vous laisse lire chacune des trucs et je vous laisse les mettre en ordre. Voici la correction. Donc tout d'abord, il faut formuler une maxime d'action, puis on vérifie si elle est cohérente et appliquée à tous. On se demande si elle peut être universalisée et on conclut sur si elle est morale ou non. Comment appelle-t-on une impossibilité logique à trancher entre deux thèses concurrentes? Donc là, c'est un terme qu'on doit connaître, c'est l'aporie. Et enfin, quel est le nom du raisonnement logique si A est égal à C et B est égal à C, alors A est égal à B? Donc là, j'en ai parlé, pareil, et il s'agissait du syllogisme. Maintenant, associe chaque concept à sa définition. Donc, singulier, général, universel et particulier. Je vous laisse faire pause, lire chacune des possibilités, et voici la correction. Donc, ce qui est particulier s'applique à certains. Ce qui est universel s'applique à tous sans exception. Ce qui est général s'applique à plusieurs, mais avec quelques exceptions. Et ce qui est singulier s'applique à un seul individu. Complète cette citation de Pascal dans les Pensées. Le cœur a ses raisons que ne connaît point. Donc là, c'est deux mots. Donc il s'agissait de la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été assez clair sur cette première partie qui est devoir, bonheur et raison. Je serai un peu mieux, je pense, au fur et à mesure de cette série. Je dois m'habituer. Allez, à la prochaine. À plus!